C'est une session, un talk qui est également filmé, donc on pourra tout à fait le relayer. Je vous rappelle l'intitulé d'aujourd'hui de l'urgence de mobiliser les communicants et entreprises sur la RSE, qui est un petit sous-titre RSE, il est temps d'expliquer, d'accompagner, de valoriser, de guider, en un mot de communiquer. Donc je suis Fabrice Zancotte, je suis secrétaire général de la NRH, je suis une association qui s'occupe d'insertion professionnelle des personnes handicapées. Et surtout aujourd'hui, je suis administrateur de Comment et membre, animateur comme tous ces membres d'un axe RSE qui a été créé chez Comment pour essayer d'aider les communicants à monter en compétences, à être sensibilisés sur les sujets de RSE. Je présente ma camarade, Violaine Delahoche, qui co-animera avec moi. Violaine Delahoche qui est en charge de la communication B2B chez Écosystème, un éco-organisme qui s'occupe de nombreuses filières REP, responsabilité élargie du producteur, donc on est aussi sur un autre sujet de RSE, et qui est participante à cet axe RSE. En deux mots, l'opportunité d'aujourd'hui, c'est un débat de trois invités qu'on va présenter à l'occasion du lancement d'un guide qui est le Devenir acteur de la RSE, petit guide à destination des communicants, qui est issu du travail qui a été fait par cet axe RSE ces derniers mois, et qui est un petit guide que je vous conseille vraiment de regarder, vous partirez avec, qui est à la fois pour vous donner des sources d'inspiration, certaines des personnes ici, dont Fabrice, que je remercie à nouveau, qui ont été interviewés, donc il y a beaucoup d'interviews assez inspirantes dans ce document, et puis beaucoup de fiches très pratiques pour aider à mettre le pied à l'étrier des communicants sur les enjeux de RSE. J'en profite juste pour remercier nos partenaires qui nous ont permis de créer ce guide, le ministère de la Transition écologique et de la cohésion des territoires, Vie éditorialiste et la maison des impressions. Et alors, une chose arrivant toujours en double, nous avons également, que je ne trouve plus là, voilà, nous avons également un kit, parce que vous savez qu'on a un axe RSE, mais on est aussi représenté ici par Constance, un axe diversité, inclusion, parité, plus, assez complémentaire, qui a travaillé ces derniers mois sur la question de la communication et du handicap. Et donc qui lance un guide, la représentation du handicap, pourquoi les communicants sont-ils concernés, que je ne vous donnerai pas, parce qu'il est uniquement en digital. Vous envoyer une version papier, imprimée recto verso dans les blancs, et qui a pu être fait grâce à l'entreprise WeCare, et qui vous permet aussi de réfléchir sur comment on intègre la question du handicap dans les communications, et pourquoi cette invisibilisation du handicap nous responsabilise, nous communicants, et nous met en situation d'avoir aussi un pouvoir sur ces questions de représentation et d'inclusion. On pourra en parler à la fin du débat. Donc voilà, je te passe le micro. Non, il y en a 4. On se partage. Donc, comme vous le savez, nous, au sein de l'axe RSE chez Comment, nous sommes vraiment convaincus qu'il est urgent de mobiliser les communicants sur les sujets de la RSE. Et je pense que si vous êtes là aujourd'hui, c'est que vous en êtes d'accord. Pour échanger sur ces sujets-là aujourd'hui, nous avons la chance d'accueillir trois invités. Donc de gauche à droite, je vous présente donc Fabrice Bonifay, directeur développement durable, égalité, sécurité, environnement du groupe Bouygues, mais également président du C3D, le collège des directeurs du développement durable, et engagé aussi dans le Shift Project. Merci d'être à nos côtés aujourd'hui. Bonjour. Nous avons également Leïla Grison, directrice diversité, équité et inclusion chez Publicis France. Merci d'être à nos côtés aujourd'hui. Et puis Antoine Poincaré, VP de la Climate School de chez AXA Climate. Merci pour votre présence également. Alors aujourd'hui, on va parler donc communication et RSE. Et le talk de ce matin va s'articuler en 4 parties. Premièrement, on va commencer par faire un état des lieux de la RSE, de ses limites, mais aussi et surtout de ses perspectives. Dans un second temps, on va évoquer l'implication et la formation des parties prenantes, qui semble être extrêmement importante pour réussir une démarche RSE. Ensuite, nous parlerons du binôme DIRCOM, directeur RSE. Vous en avez peut-être vous-même fait l'expérience. L'idée, ça va être de voir comment établir un bon fonctionnement entre ces deux métiers. Et puis enfin, nous dresserons les portraits des communicants acteurs de la RSE, notamment pour se poser la question de ce que ça implique comme changement dans la fonction du métier. Bien entendu, on vous proposera une session de questions-réponses. Et à la fin de ce talk, on vous donne rendez-vous autour d'un petit déjeuner pour des échanges conviviaux si vous le souhaitez et si vous en avez le temps. C'est parti. Et on s'y est engagé, on terminera à 10h pour que vous puissiez partir, bien évidemment. Alors, première étape, donc la RSE aujourd'hui est à des lieux, limite les perspectives. Alors, peut-être une première question à Fabrice Bonifay, on aime bien repartir des basiques pour bien partager ce dont on parle.
En quelques mots, la RSE, c'est quoi? Comment vous définissez la RSE? La définition officielle date de 2010, hein, quand l'ISO 26000 est sortie. Hein. Donc l'ISO, c'est une norme internationale qui a défini le concept de RSE, parce qu'avant on appelait ça développement durable, hein, pour les plus anciens. Et donc responsabilité sociétale des entreprises, et ça regroupe en fait toutes les actions que les entreprises doivent mettre en œuvre pour réaliser leur business d'une manière responsable. Alors responsable, ça veut dire quoi? En travaillant sur leurs impacts. Donc on sait que toute activité humaine génère des impacts positifs, mais aussi des impacts négatifs, hélas. Et dans notre système comptable aujourd'hui, on valorise surtout les aspects positifs en termes financiers, création d'emplois et projet social de l'entreprise. Ah, il y a déjà plus de piles. Voilà, tu ne peux pas la voix. Je pensais que je commençais à être censuré dès maintenant. Non, c'est pas sur négatif. Voilà. Ça, c'est un signe. C'est pour faire des économies. Et donc, on s'est aperçu depuis longtemps déjà, mais on prend conscience des enjeux seulement maintenant, hélas, que les activités humaines aussi génèrent ce qu'on appelle des externalités négatives qu'il convient de corriger au plus vite, là, compte tenu du temps qu'il nous reste pour agir. Si vous avez lu le résumé pour décideurs qui est sorti hier ou avant-hier, issu du GIEC. Donc maintenant, l'objectif, c'est toujours de faire du business, mais d'une façon plus responsable. Donc pour maintenir la license to operate, les entreprises doivent mettre en place des démarches de décarbonation, prise en compte de la biodiversité, de la diversité, enfin, tout un tas de choses que les entreprises ont toujours plus ou moins fait, sauf qu'aujourd'hui, il va falloir qu'on accélère notablement, vu que toutes les trajectoires qui sont les nôtres aujourd'hui sont juste suicidaires et qu'on n'est pas tout seul à jouer. Donc le vrai sujet maintenant, c'est comment on fait pour accélérer ces démarches de transformation. Et c'est peut-être de ça qu'on va parler dans quelques temps. Et justement, sur cette transformation, donc, votre directeur de la communication chez Bouygues, qui a été aussi interviewé dans le guide, nous dit que les entreprises prennent conscience qu'elles sont une part du problème, mais aussi une part de la résolution du problème. C'est l'expression qu'il a utilisée. Pour vous, aujourd'hui, la RSE, on en est où dans les organisations? Et les réponses des entreprises, est-ce qu'elles sont à la hauteur des enjeux aujourd'hui? Non, on est complètement à l'ouest. Il faut être réaliste. Donc, non, c'est juste dramatique. Hein. C'est dramatique. Mais on a tous une part de responsabilité. On a une part de responsabilité, nous, en tant que citoyens, avec notre carte bleue sur ce qu'on achète et ce qu'on n'achète pas. Bon, voilà. Les entreprises ont une part de responsabilité, évidemment, qui est très importante sur la mise en c'est ce qu'elles mettent en marché, en fait. Hein, comment elles le fabriquent, comment elles le vendent. Donc, le problème de l'essentiel et du non-essentiel, il va falloir qu'on en parle. Maintenant, on appelle ça sous forme de raison d'être. Hein, dis-moi ce que tu vends et comment tu le produis, je te dirai qui tu es. Bon, si on veut se raconter les choses, il y a la moitié de ce qu'on fabrique dans les entreprises qui ne servent à rien, en fait, en réalité. Hein. Donc, alors qu'on s'interroge sur l'utilité sociale, ça, c'est un vrai sujet. Et puis après, il y a la régulation. Bon, la régulation, c'est aussi la responsabilité des pouvoirs publics, en France, au niveau continental, puis au niveau mondial, de commencer à réguler plus fortement sur ce qui ne devrait plus exister. Le but, ce n'est pas d'améliorer ce qui ne devrait plus exister, c'est d'interdire ce qui ne devrait plus exister. Et donc là, ça remet en question la finance mondiale, le modèle néolibéral qui est le nôtre, est clairement pas compatible avec le monde fini dans lequel on évolue. Et sauf que bon, il n'y a pas trop d'alternatives, parce qu'on a essayé le communisme, et à l'époque ça ne marche pas bien, le capitalisme c'est mieux, mais ça ne marche pas bien non plus, pour tout un tas de raisons. Donc j'ai pas de solution politique à vous donner tout de suite, là. Mais une chose est sûre, c'est que si on ne fait pas preuve d'imagination sur la façon dont on va devoir réinventer à la fois nos modèles d'affaires, nos modèles de société, on se prépare des lendemains qui vont être un peu compliqués. Et là-dedans, le directeur du développement durable, il a quel rôle? C'est un lanceur d'alerte, c'est un activiste. Quelle est sa position dans l'organisation par rapport à ces enjeux, si en effet les entreprises ne vont pas finalement assez vite et n'ont pas une prise de conscience assez évidente? C'est clairement un lanceur d'alerte, parce qu'en fait, moi je suis le Greta Thunberg de Bouygues avec plus d'âge, mais je ne fais que répéter ce que dit la science. C'est pas très compliqué, hein. La science le dit très bien depuis des années, ils affinent leurs analyses, mais ils disent, ça fait longtemps qu'on sait que le CO2 participe au réchauffement climatique. Hein. Donc moi je fais ça, je dis la vérité de la science à l'intérieur de l'entreprise, mais c'est complexe, j'ai pas compris ça tout de suite. Hein.
Donc il faut même prendre le temps de comprendre. Tout le monde pense savoir, mais les gens confondent, enfin, il y a un problème d'ordre de grandeur. Les gens aussi ne connaissent pas le temps qu'il nous reste pour agir, ça c'est terrible. Et puis surtout, on a été, à cause des communicants, je fais exprès de vous provoquer un peu là, qui ont pas mal beurré les lunettes de beaucoup de gens en disant bah oui, la croissance verte, le technosolutionnisme, le découplage, tout ça c'est possible, alors que c'est pas vrai, ça n'existe pas, ça ne marchera pas. Donc il y a beaucoup de mensonges, il faut le dire, hein. Alors mensonges, quand on ment à quelqu'un sans savoir exactement de quoi on parle, à la limite on peut être pardonné, mais quand on ment alors qu'on sait qu'on ment et que ce qu'on dit c'est pas vrai, ça c'est criminel. Hein, c'est la citation de Tom Sinclair que vous connaissez. Hein. C'est normal pour un cadre de ne pas comprendre une chose lorsque son salaire, son statut social dépend qu'ils ne comprennent pas cette chose. Et on en est là aujourd'hui. Donc les communicants souvent répètent ce que leurs patrons leur disent de répéter, parce qu'aujourd'hui il faut dire que tout peut continuer comme avant, simplement en verdissant notre modèle. Alors c'est le greenwashing. Et ça c'est un vrai cancer, parce qu'on sait très bien que il ne suffira pas que les avions soient un peu plus verts, que les voitures soient un peu plus électriques, et qu'on plante 3-4 éoliennes pour régler le problème. C'est vraiment un problème de modèle de société, de modèle de vivre ensemble, et aussi d'aider beaucoup les pays du Sud dans leur développement, si on veut, nous, continuer de maintenir un niveau de vie matériel à peu près acceptable. Donc c'est un tel changement que je pense qu'on ne va pas y arriver. Leïla, je vais faire monter mon Mais la question était définissons la RSE. Leïla, donc cet enjeu de RSE est un enjeu pour tout le monde, on va en parler après aussi pour la formation des collaborateurs et l'ensemble du corps social. Pour les communicants, comment vous réagissez justement sur cet enjeu-là? Alors, deux choses. Je vais juste te dire. Ah, super. Merci beaucoup. Pourquoi il y a un signe là. Voilà. La première des choses, c'est quand on se parle effectivement de RSE, moi je ne suis pas aux manettes sur la partie environnementale, je n'ai pas cette expertise, cette technique, pour autant évidemment c'est un enjeu auquel je suis hyper sensible. Et moi je pilote les stratégies d'inclusion et de diversité. Quand on se dit diversité, je le redis, souvent en France on parle de diversité pour adresser la question des femmes, donc sont tous au fil de diversité, voilà. Mais parfois pas forcément majoritaire dans les instances gouvernance, et du handicap. Ce sont deux choses desquelles on parle parce qu'elles sont légiférées, qu'on met le doigt dessus depuis 15 ou 20 ans. Je travaille aussi sur les questions de mixité sociale et de diversité d'origine, et pour le dire clairement, de couleurs de peau différentes dans les entreprises, à tous les niveaux d'entreprise. Évidemment, l'inclusion du handicap, l'égalité femmes-hommes, la question LGBTQIA+, et de plus en plus la place des seniors, notamment dans les industries, qui fait beaucoup d'agisme, on ne va pas se cacher. Je préférais le dire parce que ce que je vais dire va être aussi, ça ruisselle de là. C'est un premier point. Pourquoi le rôle des communicants, juste, et c'est très juste, c'est-à-dire que ce n'est pas aux communicants de faire la stratégie RSE, ce n'est pas aux communicants de raconter, la RSE n'est pas un objet de communication. Communiquer sur la RSE, c'est indispensable si c'est un levier stratégique de l'entreprise. Sinon, ça n'a pas lieu d'être en réalité. Et sinon, c'est là qu'effectivement, ça devient criminel. C'est compliqué, effectivement, quand dans une grosse structure, de ne pas répondre favorablement à la commande d'un dirigeant, notamment quand celui-ci est très charismatique, très super. Pour autant, on a tous un devoir de résistance et un devoir de conseil. Moi, j'ai passé 20 ans dans la communication avant de prendre ces fonctions de directrice de la diversité, équité et inclusion. Donc je sais exactement de quoi on parle quand on se parle de communication, tant du côté de chez l'annonceur que du côté des agences, qui a été l'essentiel de ma carrière. On a eu des clients qui nous ont commandé des choses, je n'ai pas toujours gagné, que les choses soient claires. Mais il y a le moment où vous transpirez un peu, vous lui dites « Permettez-moi de résister 5 minutes, mon devoir de conseil, surtout sur ces sujets-là, ce sera pire si on ment, ce sera pire si on promeut quelque chose qui n'existe pas. » Donc stratégie de preuve avant de parler. Voilà. Injonction de faire avant l'injonction de dire. Et juste parce qu'effectivement, c'est pour boucler sur la question que tu me posais, la nécessité pour les communicants et les communicants d'accompagner ce mouvement, quand il existe, c'est juste que désormais, les enjeux RSE, et j'avoue que ça fait plutôt 15 ans que c'est le cas, mais qu'on a mis vachement de temps à s'y mettre. Ça fait 15 ans qu'on sait que c'est indispensable et incontournable, et on en est encore à discuter aujourd'hui de est-ce qu'on y est ou est-ce qu'on n'y est pas, est-ce qu'on a pris la mesure. C'est indispensable. Ne pas prendre ce virage pour l'entreprise, c'est aller vers sa propre chute. Si le communicant souhaite rester
au cœur de la fonction stratégique de l'entreprise, il a plutôt intérêt à embrasser les enjeux RSE. Ce serait comme poser la question à un communicant il y a 15 ans, digital, est-ce que tu veux y aller, pas y aller, à gauche ceux qui veulent y aller, à droite ceux qui ne veulent pas y aller. Bah, je vous laisse imaginer que ceux qui ont décidé de ne pas y aller, ça ne veut pas dire devenir un expert du digital, ça veut dire embrasser et ne pas, le mouvement et ne pas l'ignorer. Donc voilà. Mais on va prendre le temps tout à l'heure de reparler de la manière dont la question de l'RSE impacte le métier de communicant et transforme complètement son métier et son sujet. Mais je voulais avoir l'intervention d'Antoine sur, parce qu'on parle de RSE, de prise de conscience des enjeux de RSE. Est-ce que pour vous, une entreprise déjà qui ne prend pas ce virage de vocation de survie, ma réponse à ma question, mais... Elle est compliquée la réponse parce que j'espère que oui, mais je suis pas sûr. C'est-à-dire que le point de Fabrice, il est juste. Ce qui se joue maintenant, c'est une espèce d'autorisation des boîtes de faire ce qu'elles font. C'est-à-dire on vit aujourd'hui dans un monde, Fabrice l'a dit, très néolibéral, où du moment que votre boîte ne détruit pas consciemment quelque chose, elle a le droit de faire. Et on s'interroge sur est-ce que ça gagne de l'argent, est-ce qu'effectivement ça permet à des gens de vivre et tout ça. On va rentrer dans un monde où on va se poser la question d'à quel point c'est utile pour une entreprise. Enfin, on va vraiment se poser la question de l'utilité d'une entreprise. Et il est probable que plus vous soyez connecté au vivant, plus vous ayez des chances de prouver votre utilité. Parce qu'on parle beaucoup de climat, mais on va toucher à des questions de biodiversité. Et honnêtement, la grosse question de la biodiversité, ça va être l'alimentation. Dans quelle mesure on va réussir à continuer à s'alimenter dans un monde qui se dérègle? Et évidemment, plus on est proche du vivant, et c'est une vraie question pour les boîtes de pub par exemple, il y a des boîtes de pub dans la Convention des entreprises pour le climat, qui sont ces conventions d'entreprises qui ont essayé de prendre des virages, c'est plus dur pour elles d'exister ce qu'elles font par rapport à des boîtes plus connectées à la matière. Donc oui, je pense que de la régulation va arriver qui est telle qu'on va interdire à des boîtes d'exister, et c'est peut-être là où s'arrête le parallèle avec la transfo digitale. Il marche bien ce parallèle transfo-digital, on voit le côté gros choc de transformation pour l'entreprise, mais honnêtement, on est en 2020, on a un peu vécu la transfo-digitale. Accor, ça va encore assez bien. Hein. Bien sûr, ils se sont pris Airbnb dans le crâne, bien sûr, ça a dû couper un peu les marges, ils ont recoulé. Enfin, je veux dire, G7, ça continue à rouler dans les rues de Paris, et ça s'est uberisé pas mal. Enfin, je veux dire, l'application marche bien. L'effet de rattrapage sur le digital, il a un peu existé. Je crains que l'effet de rattrapage sur la transfo durable, il n'existe pas. C'est-à-dire qu'on va vraiment se poser la question du démantèlement d'un certain nombre d'organisations, et ça va être compliqué. Dans ce que fait l'AXA Climate School, il y a de la formation justement et de la sensibilisation aux enjeux du climat et les RSE en termes global. Par rapport à cette question dont on parlait, de la sensibilisation, de la prise de conscience des entreprises, vous considérez que la formation des salariés, des collaborateurs, leur sensibilisation va être aussi un point et un levier de transformation? Oui, alors ça devient un peu un lieu commun. Moi, la raison pour laquelle je fais ce que je fais, avant j'ai essayé de faire de la formation à la transfo digitale, et maintenant je fais de la formation à la transfo durable. Ce que je crois, c'est qu'on est beaucoup dans un discours un petit peu incantatoire sur on va devoir inventer des nouveaux business models. Oui, bien sûr, on va se poser la question des modèles d'affaires. La réponse, c'est qu'aujourd'hui, on ne sait quand même pas bien comment. Il y a une grosse inconnue, on parle beaucoup d'économie d'usage, les mêmes exemples reviennent un peu en boucle, on peut louer son matériel chez Decathlon plutôt qu'acheter, mais la réalité, c'est qu'on est vraiment au pied de la montagne. Et face à ce pied de la montagne, ce que j'essaye de me dire, c'est quand les boîtes vont avoir trouvé, la question d'à quel point ils sont capables de transformer leur organisation se pose. Et quand vous avez, il y a combien de gens chez Bouygues? 100 000 et quelques 200 000. Quand vous avez 200 000 personnes, si vous n'avez pas fait un travail de préparation intellectuelle à ce qui va se passer et à l'ampleur du changement, alors vos chances, ou le jour où le dirigeant décidera de prendre la décision de faire basculer la boîte, sont très très faibles. Appliqué à une boîte comme AXA, le jour où vous prenez même une décision pas énorme, qui est de dire on arrête d'assurer le soja, parce que c'est générateur de beaucoup de déforestation, ce genre de choses. Si vous n'avez pas prévenu les gens depuis quelques années qu'un jour vous allez arrêter le soja, ça bloque dans leur regard. Ça bloque comme ça bloque sur les retraites dans la rue. Alors ça prend pas la même forme, mais les mêmes questions se posent. Donc je crois que la nécessité de la formation, au-delà d'essayer de faire un peu moins mal aujourd'hui, elle se paye sur la mobilité intellectuelle du corps social qui est une organisation, le jour où il faudra vraiment faire des choix. Bon, on a commencé à l'aborder. Partie prenante, je laisse la parole. Merci beaucoup. Donc effectivement, on est en train de se dire que c'est un prérequis essentiel pour réussir une démarche RSE, d'embarquer les parties prenantes et notamment les collaborateurs en interne. De ce que je comprends, pour vous, la formation est une bonne porte d'entrée. Selon vous, Fabrice, quel est le meilleur moyen d'embarquer les collaborateurs d'une entreprise sur les sujets développement durable et RSE? Mais alors, franchement, les collaborateurs, c'est ce qui est le plus facile à embarquer. Un escalier, ça se balaye par le haut, comme disait ma grand-mère. Donc tout dépend du leadership que vous mettez dans votre démarche.
On est quand même dans des organisations très hiérarchiques dans les boîtes en fait. Les boîtes c'est tout sauf des démocraties, ça ne peut pas échapper. Donc c'est pour ça que peut-être que ça marche, je ne sais pas. Enfin ça marche dans un sens qui ne va pas forcément dans le bon sens pour le climat, enfin bon, c'est autre chose. Donc non, il n'y a aucun problème pour embarquer les collaborateurs dès lors qu'ils ont compris pourquoi et pour qui. Et que au plus haut niveau, ils sentent que le management, et même au plus haut niveau, le directeur général, pense ce qu'il dit. La meilleure façon de paraître ce qu'on veut être, c'est être ce qu'on ne veut pas être, en fait. C'est dans sa façon de vivre, de prendre des décisions et de comment il raconte les choses. On voit tout de suite si les gens pensent ce qu'ils disent ou s'ils ne le pensent pas. Et donc il y a une crise de leadership en fait sur tous ces sujets. Pourquoi il y a des démarches, pourquoi les collaborateurs sont sceptiques dans beaucoup de boîtes, sont désengagés parce qu'ils sentent bien que leur direction générale n'y croit pas. Où il y a des discours qui sont des injonctions contradictoires permanentes. Oui, on fait du programme, mais par contre il faut maintenir le même niveau de marge, la même part de marché, etc. Non, on ne va pas gagner autant d'argent dans les années qui viennent si on veut vraiment mettre en place la transformation. Non, c'est pas vrai. On va gagner beaucoup moins. Donc il y a un certain nombre de choses qu'il va falloir qu'on dise. Non, il y a des activités qui vont devoir s'arrêter. Et donc, est-ce que l'économie de la fonctionnalité, on va gagner autant d'argent qu'avec l'économie de la possession, l'économie linéaire ? Je ne crois pas. Donc oui, les niveaux de vie matériels vont baisser. Oui, tout ça, il faut le dire. Oui, on va être en décroissance. Oui, il faut le dire. Donc, à partir de là, les collaborateurs, s'ils sentent que la direction générale met en place une démarche crédible, ils vont pédaler comme des malades parce qu'ils sont pères de famille ou mères de famille. Beaucoup d'entre eux maintenant ont compris des choses qu'on n'avait pas compris il y a quelques années. Alors c'est vrai que la différence entre aujourd'hui et il y a ne serait-ce que 10 ans, c'est que maintenant les gens savent. Parce qu'ils ont vu les changements climatiques dans leur chair, ils ont vu les canicules, ils ont vu les incendies de forêt, ils ont vu les sécheresses, l'hiver qu'on est en train de passer là. Donc ils disent, oh là là, on pensait que ça arrivait qu'aux autres, aux Africains, c'est toujours les Africains qui prenaient en premier là, mais ça commence à venir chez nous quoi. Là, j'ai des gens qui reviennent d'Italie, là chez lui, il n'y a plus d'eau dans le pot. Alors le pot, c'est pas un pot, c'est une rivière. Ils n'avaient jamais vu ça depuis l'Antiquité quoi. Donc les gens commencent à s'interroger, c'est-à-dire, mais si c'est déjà aussi grave en 2023, mais qu'est-ce que ça va être en 2050 ? Mais le GIEC qui nous dit comment ça va être en 2050, c'est 3/5 des terres d'énergie inhabitables. C'est ça que ça veut dire. Donc le problème des collaborateurs qui ne seraient pas suffisamment engagés, c'est une vaste blague. Voilà. Et ce qu'il faut, c'est qu'on ait surtout des patrons qui ont compris que, comme le disait monsieur, s'ils veulent survivre, il va falloir qu'ils chiffrent grave. Et qui disent la vérité. Parce que le grand problème, c'est de dire la vérité. C'est comme un médecin qui doit annoncer exactement une maladie grave à son patient. Il n'y a pas intérêt à tourner trop autour du pot quand même, même s'il faut qu'il le fasse correctement. Mais il faut quand même rapidement qu'il dise ce qu'il a au gars, pour qu'il prenne conscience de ce qu'il peut encore faire pour se sauver. Et effectivement, il y a la prise de conscience et la deuxième étape, c'est le passage à l'action, et on va en parler juste après. C'est le passage à l'action qui rend heureux, mais il faut aussi mettre. Exactement, passer au concret. Avant de parler passage à l'action avec Antoine, Leïla, une question concernant le métier de la communication. Comment la communication peut accompagner la transition des entreprises, notamment en participant à cet embarquement des collaborateurs en interne ? Je mesure ou je vais pondérer le rôle de la communication dans l'embarquement de l'interne. La communication, elle peut d'abord elle-même être inclusive, elle-même être exemplaire sur sa manière de faire. En revanche, à nouveau, elle ne peut qu'accompagner un mouvement qui doit être beaucoup plus central et tout dépend de où elle se situe. Mais accompagner, ça veut dire en communication, informer, sensibiliser, faire des conférences en interne, promouvoir à l'externe ce que l'entreprise ferait de bien en interne. Voilà ce qu'elle peut faire, annoncer les bonnes comme les mauvaises nouvelles. Ça, c'est un devoir, par exemple, effectivement. Le devoir de vérité. Il ne s'agit pas seulement de communiquer pour enjoliver, mais peut-être aussi pour alerter. Ça pourrait être un devoir de transformation, d'accompagnement. Mais là, à part peut-être faire pression sur des organes plus, on va dire, plus impactants sur les bonnes ou les mauvaises décisions à prendre, la communication ne peut accompagner qu'un mouvement qui serait plus central au niveau des RH sur des sujets d'inclusion et de diversité, qui serait plus central au niveau
RSE sur des sujets effectivement de cette technicité ou au niveau de direction générale. Je voudrais juste rebondir sur un truc que tu disais, auquel j'adhère complètement. Alors, il n'y a pas à adhérer ou non sur le fait que de toute façon, on vivra plus sobrement demain parce que ça va s'imposer à nous. En revanche, effectivement, et tu le disais aussi, est-ce qu'on gagnera autant d'argent? Non. Est-ce qu'on sera aussi performant? Non. Et oui, tout dépend de ce qu'on met derrière la notion de performance. Et c'est ça, le rôle de la communication, en fait, s'il y en a un, c'est celui de réinterroger les concepts. Je prends un autre sujet, par exemple, on parle de guerre des talents. D'abord, les talents ne se font pas la guerre. Les entreprises se font la guerre parce qu'effectivement, elles n'arrivent pas à recruter suffisamment, il n'y a pas suffisamment de candidats par rapport à la demande d'entreprise. Il y a assez de talents. C'est juste que les entreprises recrutent toujours au même endroit, donc effectivement, à un moment donné, le vivier se tarit. Il n'y a pas déficit de talent, il y a déficit et une pénurie d'innovation, parfois chez les RH, dans la manière de recruter ou de sourcer. Et bien là, c'est un peu pareil sur les concepts, quand on se parle de performance. Peut-être que les communicants pourraient avancer sur un sujet qui est celui de où est-ce qu'on replace la performance sociétale. À quel moment, effectivement, c'est valable aussi dans les RH, quand on se dit que les enjeux de diversité et d'inclusion et ou évidemment de climat sont les indicateurs de performance, et ben, qu'est-ce qu'on en fait dans les RH quand il s'agit de valoriser un collaborateur, pas seulement pour sa perte financière, mais pour sa capacité à avoir un impact positif. Donc, re-questionnons les concepts, et ça peut être le rôle des communicants. Donc effectivement, embarquer toutes les parties prenantes à tous les niveaux hiérarchiques de l'entreprise. Et pour le passage à l'action, Antoine, donc la transition RSE de l'entreprise concerne l'ensemble des collaborateurs, on l'aura bien compris. L'AXA Climate School, c'est un bon poste d'observation. Est-ce que vous avez pu observer un lien entre la formation et le passage à l'action de la part des collaborateurs au sein de leur entreprise, pour leur métier par exemple, après avoir compris certaines choses de manière concrète en étant formés? Alors, c'est compliqué parce que le sujet de la formation RSE dans les boîtes, depuis 15 ans, si on est tout à fait honnête, c'est beaucoup de formation aux éco-gestes. D'abord, juste en disclaimer, je ne sais pas si on aura le temps de prendre un café après, on est gentil dans la vie, on ne dit pas tout le temps qu'on va tous mourir. J'ai bien conscience que pour un mardi matin ou un mercredi matin, on est un peu... donc beaucoup d'entreprises ont pu se dire, je coche la case en disant venez au travail en vélo et remplacer les gobelets en plastique par des gobelets en carton. C'est évidemment pas à la hauteur des enjeux. Du coup, si on appelle ça passage à l'action, oui, mais so what? Enfin, c'est pas... Après, la difficulté, c'est de concilier une stratégie des petits pas à l'échelle individuelle avec la stratégie des grands pas à l'échelle de la boîte. C'est-à-dire que si on écoute ce qu'on vient de dire là, il faut qu'un PDG décide, il faut qu'à un moment on se pose la question de l'actionnariat, et donc du coup, moi en tant que collaborateur individuel, en vrai, mon pouvoir de décision au sein de ma boîte il est quand même relativement limité, et tant pis. Je veux dire, après tous les vols pour Ibiza, ils sont toujours à 30 balles, donc j'ai qu'à les prendre, et puis tout ira bien, et puis dans mon boulot. Donc, et c'est nous ce qu'on essaye de faire au sein de nos cours, c'est d'essayer de montrer que demain, on ne sait pas bien à quoi ressemblera la boîte de demain, mais chaque métier, c'est vrai les acheteurs, c'est vrai les marketeurs, c'est vrai les communicants, c'est vrai les financiers, c'est vrai les gens qui travaillent aux fonctions du risque ou au travail aux services généraux, vont avoir à s'impliquer. Et donc on essaye de leur simplifier un peu le chaos, de leur clarifier un certain nombre d'enjeux sur les métiers de la communication. Il y a des questions sur comment vous communiquez, l'impact environnemental de ce que vous posez, il y a des questions sur ce sur quoi vous communiquez, comment vous évitez le greenwashing. Voilà. Sur les métiers des RH, il y a évidemment des questions sur comment on arrive à articuler sa marque employeur sans dire que ma boîte ça va super. Donc c'est un peu ça. On essaye de dire, je vais vous faciliter un peu un passage à l'action, en tout cas vous donner des lignes de travail sur ce que sera votre métier demain. Et puis le jour où la boîte sera complètement retournée, ça sera probablement utile. Et elle est dure à trouver cette ligne, parce qu'on ne peut pas promettre aux gens que leur stratégie et petit pas va sauver le monde. Et en même temps, il faut bien leur dire un truc. Enfin, je veux dire, on ne peut pas juste dire vivement que le nouveau PDG ait pris la bonne décision. On a aussi une espèce de responsabilité un peu individuelle. Mais ouais, cette question du passage à l'action, elle est difficile. Cette question de la KPIisation au sein des entreprises, parce que ça fonctionne à ça, elle est difficile aussi, parce que ça fait qu'un tout petit chemin du trajet. Merci. Effectivement, ça vaudra de se poser la question pour chacun de savoir quel a été son propre élément déclencheur, ce qui permettra peut-être de créer l'élément déclencheur chez les autres. Je vous propose maintenant d'aborder le sujet binôme DIRCOM, directeur RSE. Oui, Pardon, j'ai juste un point, mais vraiment de conclusion là-dessus. Du coup, à l'endroit des communicants, soyez sobres, alors voilà, côté agence, soyez sobres aussi dans les commandes que vous faites. C'est-à-dire que, évidemment, il y a tout l'enjeu de comment une agence elle va accompagner, j'en sais rien, des heures de campagne de communication et comment elle va y répondre, sachant que c'est là tout l'enjeu, l'équilibre, elle se rémunère exclusivement là-dessus. Donc, effectivement,
Mais soyez sobre aussi dans les démarches de communication, pas seulement dans la manière de concevoir. C'est formidable et fantastique d'éco-concevoir. On peut aussi éco-produire et on peut ne pas communiquer quand il n'y a rien à communiquer. La sobriété, elle doit arriver aussi dès le brief. Et ça permettra effectivement d'enclencher chez vos fournisseurs, dont les agences, une démarche plus sobre de manière de communiquer. Merci. Merci Léna. Oui, on voudrait parler un peu du binôme de la fonction communication et la fonction RSE, le développement durable de l'organisation. Peut-être une question à Fabrice pour démarrer. Vous, en tant que directeur de développement durable, qu'est-ce que vous attendez de votre directeur de la communication? Ce que j'attends, je vais vous dire, mais je vais faire comme en politique, je ne vais pas répondre à cette question tout de suite. Mais c'est ce que je vais vous dire, c'est qu'il faut un peu dramatiser les constats parce qu'ils sont plus que dramatiques. Mais on ne peut pas laisser les gens dans le désarroi en disant qu'il n'y a pas de solution. C'est parce qu'il n'y a pas de leadership qu'il n'y a pas de solution. Il y a des solutions, on manque de leadership, on manque de courage. Cynthia Fleury le dit très bien d'ailleurs. Mais les solutions, j'en ai même écrit un livre, des solutions pour produire le monde autrement, il y en a plein. Alors je ne dis pas qu'on peut tout faire bien dans tous les secteurs d'activité, mais dans les secteurs d'activité essentiels, c'est-à-dire manger, se déplacer un minimum, se loger, on peut tout faire différemment. Et ça, c'est ce qui donne de l'espoir quand même. Donc les modèles économiques de la fonctionnalité, même si ils ne sont pas aussi bankable que l'économie de la possession, ça marche. Alors, ils ne sont pas à l'échelle, je suis complètement d'accord avec Antoine, mais ça marche. L'économie sociale et solidaire, ça marche. Donc il y a plein de trucs qui fonctionnent. Donc c'est le vrai enjeu pour les 20 ans qui viennent, parce que de toute façon, si on n'y arrive pas, la fête est finie, c'est d'arriver à déployer ça plus largement, plus rapidement. Ça, c'est vraiment l'enjeu numéro 1. Et surtout d'expliquer que finalement, cette sobriété dont on commence à en parler, les gens confondaient efficacité et sobriété, c'est bien la sobriété dont on parle, en fait, on va être plus heureux. Et en fait, c'est peut-être ça qui va peut-être nous permettre d'arriver à enclencher la Ola de la vertu de la RSE dans tous les pays du monde. C'est que finalement, je reprends ce que Timothée Parry dit souvent dans ses conférences, quand on demande à on va reprendre la métaphore du malade de cancer ou autre chose sur son lit de mort en soins palliatifs, puis on lui pose la question, mais il te reste 3 jours à vivre, qu'est-ce que tu aurais aimé faire de ta vie? C'est rare que les gens disent, quand on les interroge sur cette question-là, j'aurais aimé optimiser plus le BFR, j'aurais aimé faire plus de PowerPoint, ou vendre encore plus de tronçonneuses. Non, ils disent pas ça. Ils disent qu'ils auraient voulu passer plus de temps avec leurs enfants, avec leur famille, se balader dans la nature, apprendre un instrument de musique. Ils disent ça. Ils parlent que d'immatériel. Et bien ça tombe bien. La RSE de demain, c'est d'avoir plus de temps pour faire les trucs qu'on aime faire. Et donc on aura moins besoin de matériel, parce que de toute façon on aura moins de capacité à les acheter, mais on pourra les utiliser en tant que de besoin, parce qu'en fait la vraie liberté de demain, ça sera de pouvoir jouir de tout, sans rien forcément tout posséder. Et ça c'est formidable. Et donc quand on discute avec les jeunes, nous, que ce soit au Chic Project ou C3D, sur leurs aspirations, moi quand je suis rentré chez Bouygues, nous on avait des perspectives de carrière, c'est augmenter statutairement notre grade dans l'entreprise, parce qu'on savait que tel grade c'était telle bagnole et telle grandeur de bureau, on en était là, et puis telle équipe, et ça. Aujourd'hui, les jeunes qu'on recrute, ils savent très bien que c'est pas ça qui va se passer, et donc ils demandent en fait, comment l'entreprise est en train de shifter, comment elle est en train de travailler sur les modèles économiques du monde d'après. Donc les jeunes éduqués, je parle pas des footballeurs. Et donc c'est quand même, ça donne un petit peu d'espoir. Alors pour répondre à votre question, monsieur le journaliste, avec Pierre, nous on s'entend vraiment très très bien, et on a décidé de mettre de l'éthique dans notre... Donc Pierre Auberger, directeur de la communication de Bouygues. Oui, et nous on a un groupe éponyme. Donc un groupe éponyme, ça nous donne un peu plus de responsabilité, parce qu'on porte le nom du grand-père du fondateur, enfin du père du fondateur. Et comme c'est un groupe familial et qu'ils savent qu'ils vont mourir le plus riche du cimetière, l'argent n'est pas le premier levier, même si ça compte un peu encore, parce qu'en fait il y a d'autres actionnaires, hélas. Mais par contre, on a décidé qu'on n'en tirait pas. C'est déjà énorme. Donc, hors de grandeur. Et quand on fait un communiqué sur un produit qui est plus durable que la génération d'avant, on ne dit pas qu'on en a vendu des milliers et que non, on ne dit pas ça. On dit qu'on en a vendu un et qu'il a telle caractéristique et qu'on aura très très envie d'en vendre d'autres, mais on ne fait pas croire à nos parties prenantes
que ça y est, on a sauvé le monde, quoi. Et ça, c'est important parce que ça nous permet de dormir la nuit, quoi. Et ça nous permet aussi d'éviter d'être nominés dans les Pinocchio du développement durable tous les ans, dénoncés par des ONG qui en ont assez de voir des boîtes qui greenwatch leur communication. Donc on a décidé de faire une formation à la communication responsable pour l'ensemble des 500 communicants du groupe. On a participé au guide de l'ADEME, qui est très bien fait sur ce sujet. On a formé aussi, pas seulement les communicants, mais les advocacy du groupe qui s'expriment sur les réseaux sociaux pour éviter qu'ils disent n'importe quoi. De temps en temps, ils peuvent le dire n'importe quoi de bonne foi, mais dire n'importe quoi de bonne foi, ça reste n'importe quoi. Donc il faut aussi les former aux ordres de grandeur, les former aussi à comment le message risque d'être perçu, et donc de s'interroger sur attendez, non, je ne peux pas dire ça comme ça, parce que s'ils comprennent ça, ça va pas le faire. Donc on fait des jeux de rôle pour bien travailler ces messages-là. Et puis on travaille aussi avec des agences qui nous aident en les briefant bien sur ces sujets avant. Donc ce qui nous a permis jusqu'à présent de ne pas être nominés dans les Pinocchio, mais on est très vigilants parce que ça peut vite arriver, compte tenu du nombre d'entités qu'il y a dans le groupe Bouygues. Mais c'est un travail du quotidien en fait. Hein. Donc c'est un vrai binôme que vous avez constitué ici. En fait, c'est un allié pour vous. Mais complètement. Et je pense que ça nous donne une posture d'humilité, parce que je pense que dans ce domaine-là, il faut être très humble. Et ça nous donne aussi, maintenant, vis-à-vis de certaines parties prenantes qui comptent beaucoup pour nous, de la crédibilité. Et je pense que la sincérité triomphe de tout. Ça ne sert à rien de dire qu'on a trouvé toutes les solutions, parce que c'est pas vrai. Par contre, pour les solutions qu'on a trouvées, on en a quand même quelques-unes, ben, ça donne de la force. Ben, je vous donne un exemple. On a sorti un concept building il y a quelques jours, qui s'appelle Building. Ça s'appelle Archi Sobre. Et on avait mis les meilleurs ingénieurs du groupe là, dans un local avec des architectes pour essayer de trouver un bâtiment ultra disruptif, mieux, 40% plus efficient que la régulation la plus ambitieuse dans le domaine. Ils ont trouvé une solution. Mais on ne dit pas qu'on l'a construit, on dit qu'on a trouvé le moyen de le faire. C'est complètement différent. Et maintenant, tout l'enjeu, ça va être de trouver des investisseurs qui vont passer à l'acte. Et donc on aurait très bien pu tourner la communication différemment. Mais on l'a fait avec une posture d'humilité, ça marche. Franchement, l'humilité, ça marche. Voilà. Léla, toi quel regard tu portes sur ça, sur ce binôme directeur de la communication, directeur de développement durable, et peut-être qu'est-ce qu'attend, toi qui étais de l'autre côté, chez les lanceurs, qu'est-ce qu'attend un directeur de la communication aussi d'un directeur de la RSE pour bien avancer sur ces sujets? Évidemment, il va attendre ce que tu évoquais, de la formation, de la sensibilisation, de la technicité pour comprendre, c'est-à-dire il va se responsabiliser en fait. Parce que comprendre, ça veut dire ensuite que quand tu appréhendes et tu préemptes le sujet, avec ton expertise à toi, c'est-à-dire celle de communicant, tu le fais toujours de manière beaucoup plus efficace, efficiente et beaucoup plus responsable quand tu es éduqué au sujet. Mais pour moi, à nouveau, c'est pas dans un sens ou dans un autre, savoir effectivement éviter les silos pour que tout simplement ça fonctionne, et c'est pas valable que entre la fonction communication et la fonction RSE, c'est que de mon point de vue, mais après c'est peut-être parce que c'est ma manière de fonctionner, s'il n'y a pas d'approche holistique des sujets, des métiers, des expertises au sein d'une même boîte, où a priori l'ensemble des verticales, déjà on le dit, les verticales métiers poursuivent le même objectif, s'il est en silo, c'est de toute façon foutu d'avance. Donc, à plus forte raison entre communication et RSE. Pour autant, et à l'inverse, je vais passer à l'inverse, la communication doit avoir une posture assez humble quand elle a une direction RSE forte, ce n'est pas toujours le cas dans toutes les entreprises. Et je regarde aussi où est-ce que se situe dans l'organigramme la RSE, quand la RSE dépend de la communication, donc sauf si la communication elle est numéro 2 du COMEX, alors c'est super. Et voilà, et donc ça c'est presque plus ça que j'interroge avant de se dire quel est le rôle, le binôme entre les deux, c'est où est-ce que se situent les deux dans l'organigramme et avec quelle attitude. Et ce que j'attendrais si j'étais encore dans la communication de ma direction RSE, c'est qu'elle conduise effectivement une stratégie, une politique très volontariste à laquelle je me mettrais au service. Voilà. Alors
aujourd'hui, il y a pas mal de communicants qui souhaitent devenir acteurs de la RSE ou qui le sont déjà. Et on a remarqué que ça faisait déjà évoluer les pratiques en termes de communication. Leïla, Bernard Sananès, donc président des Labs, nous dit au lieu de proclamer ou séduire, désormais la communication mobilise et engage, comme s'il y avait un avant et un après. De votre point de vue, qu'est-ce que la RSE transforme dans la pratique du communicant, y compris pour les aspects diversité, équité et inclusion par exemple? Je ne sais pas quand il a dit ça, j'espère que c'était il y a 10 ans, parce que j'ai l'impression c'est pas tout à fait récent comme... Dans des entretiens pour vous retrouverez cette citation. C'était déjà applicable il y a 10 ans, en tout cas c'était l'ambition il y a 10 ans, c'est tant mieux si aujourd'hui c'est une réalité. Pardon, je me suis perdue dans ma propre petite blague. Excusez-moi, la question. De votre point de vue, qu'est-ce que la RSE transforme dans la pratique du communicant? Alors, ce qu'elle transforme, pour peu qu'elle soit authentique, et qu'elle ne soit pas juste un objet de communication, mais une pratique de la communication, tu l'évoquais tout à l'heure sur la formation par exemple, dans nos équipes, et moi je ne suis plus côté communication, mais c'est quasi la totalité des collaborateurs depuis 6 en France pour le moment, et on est en train de transposer la formation en publicité dans le monde, l'éco-conception. Donc on parlait tout à l'heure de l'éco-brief, mais du coup c'est comment on éco-produit une campagne, un événement, donc les gens sont formés. Donc, voilà, ça c'est un premier point. Pour moi, à nouveau, mon intérêt c'est pas juste, et si on parle de diversité et d'inclusion 2 secondes, et notamment par nos diversité d'origine, ou de LGBT, j'allais dire que sais-je, mon sujet c'est pas seulement de les voir affichés dans des très belles campagnes, très esthétiques, où on ferait du coup des diversités un objet de communication. C'est insultant. C'est pareil que pour les RSE, c'est pas un objet de communication, c'est comment on éco-produit ou comment on produit intelligemment. Et donc la première des choses, la première des étapes, c'est la mixité des équipes, c'est le respect au sein des équipes de multiples singularités. On interrogeait tout à l'heure le sujet de la performance, de se reposer la question de savoir si quand même c'est pas plus efficace de ne pas être consanguin quand on cherche à créer et innover, parce qu'il y a bien un endroit, c'est valable dans la biodiversité, mais c'est valable aussi dans nos familles. La consanguinité n'a jamais créé de système pérenne et de système arrangé. Donc voilà, pour moi, c'est commencer par se transformer soi-même et du coup, être exemplaire dans la constitution de ces équipes avant d'aller proclamer des enjeux de diversité, parce que philosophiquement, tout le monde est très d'accord, c'est très joli sur le papier. Injonction à parler, d'abord peut-être injonction à agir. Merci beaucoup, Leïla. Antoine, on va aborder les aspects climat et environnement. Lors de l'entretien de préparation, vous nous faisiez part des forces et des limites des métiers de communication pour évoquer ces sujets-là, et notamment être vigilant à ne pas trop simplifier. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur les forces et les limites des métiers de communication? C'est déjà très court en même temps pour les questions, parce que je vois l'heure qui défile. En 2 mots. La force du communicant, c'est que son métier, c'est de raconter des histoires. Moi, je suis un fils de journaliste, si son métier est de raconter des histoires, il y a des putains d'histoires, vous me passerez l'expression, à raconter. C'est ça qui est formidable. Nous, on insiste un peu là sur le caractère cancérologue ou lanceur d'alerte de notre métier. Il y a des super histoires à raconter. Donc ça renforce la nécessité de ce besoin et de ce métier. Les 2 limites, moi, que je vois très très fortes, c'est que la première, c'est celle que tu viens de donner, c'est-à-dire quand même le métier des communicants, depuis toujours, ça a été un peu de simplifier. Et c'est un sujet compliqué. C'est un sujet compliqué, changeant, où en permanence il faut dire oui mais, où l'état de la science change assez régulièrement, où il n'y a pas une grosse prime à l'assertivité, et pourtant il faut bien à un moment simplifier. Et même là, ce qu'on fait, c'est d'essayer de simplifier un peu, trouver l'expression un peu choc dans la prise de parole, et c'est ça que font les boîtes. Et ça, il va falloir y faire très attention. Ça ne veut pas dire qu'on abandonne complètement et que toute prise de parole doit être un truc avec 18 notes de bas de page. Mais je pense qu'il faut se dire attention, on rentre dans un monde plus compliqué et donc simplifier devient plus dangereux. Et l'autre truc, c'est pas la faute des communicants, ça, c'est la faute des boîtes. Mais c'est que, les amis, disons-le entre nous, on ne sait pas faire l'humilité. On ne sait pas faire. Enfin, c'est marqué là au verso, il y a un truc dans le serment, c'est une jolie expression, serment d'ailleurs, qui est 5 humilités. La vérité, c'est que les boîtes ne savent pas faire. Les boîtes, leur métier, c'est de dire on est les meilleurs, quoi. Et les directions de la communication, c'est ça qu'elles ont appris à faire. Et donc, celui qui trouvera le truc pour être capable de reconnaître ses erreurs, être capable que
oui, la France est climaticide aujourd'hui, donc vous êtes une boîte en France, vous êtes climaticide, point. Et vous êtes un citoyen qui vit à Paris, vous êtes déjà probablement, c'est linéaire avec le fric, quoi. Donc vous êtes déjà probablement bien au-dessus de l'empreinte moyenne carbone des Français, qui est elle-même 5 fois au-dessus de ce qu'on va devoir vivre. Et ben oui, donc il faut un moyen de l'admettre, il faut un moyen de le dire, il faut un moyen de dire un peu personne n'est parfait. Et ça, je crois pas que les boîtes ont encore trouvé tout à fait le truc. Donc risque et opportunité de la com, je dirais, c'est peut-être un peu votre boulot de l'articuler, mais c'est pas facile. Et on parlait des dirigeants tout à l'heure, c'est pas tout à fait la soft skills la plus développée des dirigeants que de vouloir dire les limites de ma boîte, je pense. Merci Antoine, tout ça nous donne de bons points d'accroche pour continuer le débat lors du petit déjeuner. Je vous propose d'abord de passer à la session questions-réponses. Est-ce qu'il y a des personnes qui souhaitent poser une ou des questions dans la salle? Peut-être avec le micro. On tente avec le micro. Allez. Bonjour, sur le replay. J'ai fait partie de l'équipe RSE de Comen. Il y a une notion dont on ne parle pas du tout et qui me semble très importante, et je voudrais savoir ce que vous en pensez et où vous la posez, c'est le courage. Parce que je pense que c'est ce qui manque beaucoup dans le changement, et surtout dans les entreprises. Pour moi, le rôle d'un DIRCOM, c'est aussi d'avoir le courage de monter au créneau sur des choses auxquelles il croit. Pour avoir été à pas mal de tables de COMEX, c'est pas la qualité la plus partagée des gens des top directions. Donc comment on fait pour valoriser cette notion qui, à mon avis, est indispensable pour faire basculer les choses? Qui peut réagir? Je voudrais juste dire un mot sur le mot courage. Je sais pas sur je suis contente d'entendre ce mot, et tout à l'heure tu me prononçais ou quelque chose m'appelait. Je pense pas complètement répondre. À un moment, le courage, c'est très personnel. Et voilà, c'est contagieux, mais c'est contagieux quand ça marche. C'est facile d'avoir des potes derrière quand tu as commencé par y aller. Donc d'abord, la question, c'est son éthique personnelle, le courage. Et le courage, qu'est-ce que c'est? Je crois. C'est d'abord commencer par oser avoir une conversation difficile, peut-être même une conversation gênante. Je ne le dirai jamais aussi bien que ce que vous avez fait, mais voilà, ce genre de conversation avec son boss, du coup. Ce qui est moins facile que devant un parterre de gens qui, a fortiori, sont intéressés par le sujet. Ça, c'est le premier point clé du courage. Oser avoir une conversation difficile. Deuxième point du courage, c'est être capable, peut-être, d'assumer qu'on a une part de vulnérabilité. Ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure. Ça ne veut pas dire que c'est une faille. Aujourd'hui, dans un écosystème français, mais pas que français, mondial, enfin en tout cas le nôtre, qui laisserait penser que vulnérable, c'est être faillible. C'est juste dire qu'on n'est pas 100% leader de la puissance et de la force, que sais-je. C'est d'être aussi capable d'accepter, de s'exposer émotionnellement un petit peu. Et une fois qu'on a eu ces deux points de courage, on se rend compte que c'est contagieux. C'est le moment où vous retournez, en fait, il y a plus de gens que ce que vous croyez derrière. Donc, juste pour répondre sur cette notion de courage, parce que finalement, si on se la pose à soi, on sait comment faire. En 2 secondes, une fois qu'on a pris conscience des enjeux, il faut aussi relativiser le mot de courage. C'est-à-dire que si courage, c'est prendre la parole et être un peu cash avec son boss ou à une table de comex, évidemment, on peut se dire que plus on monte, plus les enjeux sont hauts. C'est pas grand-chose par rapport à ce qui va nous arriver. Donc la prise de risque, je veux dire, c'est que... et puis de toute façon, la société est en train de changer, on en a parlé. Donc à un moment, tout le monde voit bien... Enfin, moi, il m'arrive de prendre la parole sur LinkedIn, il m'arrive d'essayer de montrer que quelques boîtes prennent des engagements un peu absurdes. Bah, devinez quoi, c'est des clients d'AXA. En fait, il m'arrive pas grand-chose. Vous voyez ce que je veux dire? On m'appelle, on me dit, tu fais chier quand même. EasyJet, on était en train de... Bah ouais. Mais du moment que ce que vous dites est vrai, parce que j'ai pas dit EasyJet c'est des gros méchants, j'ai dit la plupart des compagnies aériennes qui prennent des engagements en intensité carbone et pas en valeur absolue sont en train de vous embrouiller. C'est difficile de m'expliquer que j'ai eu tort, quoi. Donc, ouais, on risque pas grand chose. Enfin, on est entre nous ici, on risque pas grand chose et au pire, oui, bah, vous prenez un petit bump de carrière, j'en sais rien. Enfin, les enjeux à la baisse, les downside de la prise de décision sont pas énormes. Mais je suis d'accord, il en faut. C'est-à-dire, oui, il faut sortir un peu de ce qui est aujourd'hui une routine et quelque chose de très policé. Je pense pas là, que ce soit très compliqué à la fin, notamment à la hauteur des enjeux. C'est un peu ce moment, il y a un film vachement bien qui s'appelle Une fois que vous savez, sur cette prise de conscience, une fois que vous savez, c'est presque plus vraiment du courage, c'est de la responsabilité individuelle. Merci beaucoup Antoine. On a une deuxième question par ici.
Oui, bonjour, Stéphanie, je suis partie aussi du groupe de l'Axe RSE. J'avais une petite question, mais qui rejoint finalement celle d'avant. C'est, Monsieur Bonifay, vous avez commencé fort en disant qu'effectivement les communicants avant avaient tendance à effectivement faire passer des messages RSE qu'on leur demandait. Donc la question, elle revient aussi un peu à celle du courage, mais comment convaincre un patron qui ne l'est pas, en tant que communicant? Comment convaincre un patron? Moi je pense que c'est difficile de le convaincre, mais on peut le faire douter. Déjà, le fait de le faire douter, c'est le début de la sagesse. Hein. Donc, alors s'il a des enfants, on peut peut-être utiliser ses enfants, ça marche. On travaille sur un scénario là-dessus d'ailleurs. On peut essayer de lui faire rencontrer des pairs qui sont à un niveau de conscience un peu plus élevé que lui. Mais c'est vrai que de dire, attention, si tu fais pas ça, ta boîte va crever, ça marche assez mal parce que souvent la durée de vie des patrons, en fait, est dans une temporalité qui n'est pas compatible avec... voilà. Donc il y en a beaucoup qui disent, bon, de toute façon, il me reste 3 ans à faire. Bon, le modèle économique, on s'est engraissé comme des gorées pendant des années, il va bien tenir encore 3 ans de plus comme ça. Et oui, on a malheureusement parmi les patrons autant de lâches et de cupides que parmi la population normale, quoi. Hein. Donc si vraiment on sent que c'est pas jouable pour eux, il faut essayer de changer de crèmerie. Hein. Je n'ai pas d'autres recommandations à faire. Mais vous savez, moi je pense que depuis que je tiens ce discours, qui est pas, je suis d'accord avec Antoine, c'est pas un discours engagé, c'est juste un discours de lucidité, hein, je pense. Hein. Des yes man et des yes women dans les boîtes, il y en a un paquet. Hein. J'en connais pas moi. Hein. Et je me dis finalement, la vraie loyauté pour un cadre, pour un exécutif, c'est de dire ce que les patrons ont envie d'entendre, ou c'est de dire la vérité telle qu'elle est. Et moi je me dis finalement, et je suis complètement d'accord avec Antoine, je pense que c'est rendre service à son organisation de ne pas dire au patron ce qu'il a envie d'entendre précisément. Mais ça dépend comment on le dit. Voilà. Si on le dit avec des faits scientifiques, avec beaucoup de sincérité en disant il y a des solutions pour faire autrement à condition de, on risque, enfin moi pour l'instant ça fait 34 ans que j'y suis, voilà. Et puis quand bien même, on dira le retour c'est à nous faire chier, on veut continuer le modèle d'avant parce que, etc. Mais moi de mourir en martyr ça m'intéresse. Voilà. Ça peut servir la cause. Donc j'attends de voir quelqu'un qui se fait virer pour avoir dit la vérité à son comité exécutif. Je pense qu'aujourd'hui ça va être compliqué, quoi. Ça va être très compliqué. Donc osez la vérité. Bonjour, François Cassignol, j'ai été directeur communication et responsable RSE. À la fois, pardon, sur le croisement et le rapprochement entre la révolution digitale et cette révolution RSE, quid du digital dans ce monde qui devient RSE et quelles perspectives pour les RSE dans ce monde qui se digitalise? Oui, bon, je prends ça. Ce qui me frappe sur ce côté gros choc de transformation des organisations, c'est que c'est le premier qui est powered by digital. C'est-à-dire, on est 10 ans après, ça a eu lieu. Et du coup, il y a une accélération de tout qui est frappante. Quand vous avez une bonne idée, il est probable qu'en 2020, par rapport à 2010, vous soyez capable de la diffuser dans votre organisation de manière plus rapide, que vous soyez capable de l'expliquer à vos clients de manière plus rapide. À l'inverse, quand vous allez trébucher en tant que boîte, ça va être beaucoup plus rapide pour en voir les conséquences. Les boycotts d'une marque, ça va aller de plus en plus vite. Les moments où des jeunes vont refuser d'aller dans une entreprise. Regardez ce qui s'est passé récemment sur le campus d'HEC. HEC, ils font des journées qui s'appellent les Carrefour, c'est donc des forums de recrutement, les entreprises viennent. Total, il y avait un stand. Et les jeunes engagés d'HEC, dans une association qui s'appelle Esper, ont fait un happening. Ils sont arrivés pour dire stop EACOP, qui est ce projet de gros pipeline en Tanzanie. Et ils ont bloqué. C'est HEC, hein, c'est intéressant de se le dire, c'est quand même pas des activistes au quotidien. Ils ont bloqué le stand avant, ça aurait touché 300 personnes d'HEC, quoi. Là, la réalité d'un moment digital de communication, c'est que ça touche un peu toutes les écoles. Donc, ça va beaucoup plus vite. Donc, comme ça va beaucoup plus vite, faut piloter tout avec un peu plus de doigté parce qu'on sort un petit peu plus vite du sujet. Ça, je pense que c'est le gros truc. Après, en creux, et c'était peut-être dans votre question, se pose la question de la responsabilité environnementale du digital, où on a beaucoup pensé quelque chose de très dématérialisé et on se rend compte que c'est évidemment en forte croissance, et évidemment... et là encore, alors du coup, là, pardon, micro-point sur les sujets compliqués à comprendre et les simplifications à ne pas faire. C'est super de trier ses mails. Il est beaucoup plus important d'arrêter d'acheter des iPhones.
C'est-à-dire que si vraiment vous vous demandez ce que vous pouvez faire de bien pour l'environnement, gardez votre téléphone un an de plus. Ça sera beaucoup plus que le temps que vous aurez passé à trier vos mails. Si après ça vous fait du bien psychologiquement de trier vos mails, c'est important. Si vous avez un côté Marie Kondo du digital, je l'entends, c'est très bien aussi. Mais voilà, c'est ce que disait Fabrice au début, il y a des histoires d'ordre de grandeur. Donc il y a le sujet de l'empreinte du digital qui est un vrai sujet, mais à notre échelle à nous, vraiment, je crois que le vrai sujet, c'est la vitesse. Et ça, c'est une bonne nouvelle, puisqu'il va falloir qu'on prenne des décisions plus vite et qu'on arrive à communiquer plus vite, donc ça va dans le bon sens. Oui, moi j'avais une question, on a beaucoup parlé du fin du monde. Est-ce que la question de la fin du mois, c'est dans la RSE, il y a quand même toute une responsabilité sociétale, et j'ai l'impression qu'elle passe toujours un tout petit peu en dessous de la question écologique, et je voulais savoir quelle était votre position là-dessus, chacun d'entre vous. Est-ce qu'il y a une concurrence des causes de la RSE? Ça, c'est une question qu'on a systématiquement, et moi je m'inscris complètement au fond là-dessus. Je vais vous expliquer pourquoi. En fait, l'environnement a toujours été, depuis le début de l'ère industrielle, la civilisation industrielle, la variable d'ajustement du business. Et pourquoi? Parce que, en fait, dès lors qu'on veut augmenter les normes de la régulation environnementale pour que les entreprises polluent moins, les industriels font pression sur le pouvoir public en disant si jamais vous mettez cette norme-là, on sera plus compétitif, ou ça va nous coûter vachement cher et donc on va licencier. Et donc les pouvoirs publics baissent leur froc et disent ok, on va rester sur la norme environnementale tranquille pour vous, et vous allez pouvoir continuer de polluer comme des bêtes pour maintenir les emplois, parce que les emplois c'est du social, vous vous rendez compte, hein, voilà. Et c'est parce qu'on raisonne comme ça qu'on en est arrivé là. Donc tous ceux qui me disent ah bah oui mais il n'y a pas que l'environnement, il y a le social, sont des escrocs. Parce que si on ne sauve pas le climat, si on ne sauve pas la biodiversité, il n'y aura plus de social. Et si on commençait par l'autre côté? Voilà, il n'y aura plus de social. Pourquoi on ne parle pas de l'autre côté? Moi j'avais un sujet, c'est que... Pardon, j'entends ce que tu dis, mais je pondère un tout petit peu. Tu parlais de fin du monde et de fin du mois, et je crois que c'est une expression de Gilets jaunes il y a 3 ans, et que j'ai trouvé absolument juste. Moi, et pareil, j'ai assisté notamment à Polytechnique, etc., aux événements que tu évoquais, sauf que si ça reste un petit milieu d'entre-soi, je suis désolée, l'écologie c'est la merde pour tout le monde, et les premiers à en souffrir sont des gens pauvres qu'on ne va jamais pouvoir accueillir ou qu'on ne voudra pas accueillir demain, tout en ne reconnaissant pas la responsabilité qui est la nôtre dans le fait qu'ils crèvent aujourd'hui. Voilà, et ça commence à Madagascar avec... Ça, c'est une chose. En revanche, je mesure aussi, parce que je travaille avec pas mal de jeunes, très intelligents, très défavorisés. La réalité, c'est que pour qu'ils considèrent les enjeux écologiques, parce qu'ils pourraient mourir dans 30 ans prématurément, il y a aussi un sujet qui est celui de l'inclusion économique, et comme ils n'ont pas envie de mourir non plus dans 10 ans, il faut qu'ils bouffent. Et des enjeux d'inclusion économique et le social, parce qu'on se dit le social c'est des emplois, ok, mais regardons nos entreprises, regardons les niveaux de management, des emplois pour qui? Donc je ne suis pas complètement d'accord sur le... Je comprends ce que tu dis et l'urgence avec laquelle tu le dis. Mais ne négligeons pas que si on n'est pas 66 millions, 70 millions, je ne sais plus combien on est en France, à être conscient et volontaire pour bosser sur le sujet, pour le faire, il faut pouvoir bouffer la fin du mois et envoyer ce gamin à l'école. Je n'avais pas terminé ce que j'avais à dire là-dessus, mais je suis complètement d'accord avec toi. Le sujet du social, il faut l'investir sous l'angle des inégalités. Oui. Et il ne faut pas perdre de vue que le plus important, c'est le climat. Et de très très loin. Et si on veut qu'il n'y ait personne sur le bord de la route, et on a bien conscience qu'il y en a qui en ont besoin, il faut réduire les inégalités. Aujourd'hui, les inégalités n'ont jamais été aussi fortes dans notre monde, et pas simplement en France, hein, entre ceux qui n'ont rien et ceux qui ont trop. C'est ça qu'il faut pouvoir réduire, la redistribution, quelque part. Et tant qu'on n'aura pas compris ça, on n'aura pas tout compris. Et quand on revient aussi aux enjeux fin du monde, fin du mois, il faut savoir que le SMICAR français aujourd'hui, il fait partie des 10% les plus riches sur la planète. Hein. On est d'accord. Donc, madame a raison, à Madagascar, ils vivent avec $1 par jour. Il n'y a plus d'eau, il n'y a plus de biodiversité, enfin il y en avait, il y en a de moins en moins, etc. Donc on peut se plaindre, nous on est un pays de râleurs, c'est vrai, mais de toute façon il va falloir qu'on apprenne à vivre autrement. Le problème c'est qu'on est tellement matraqué de messages publicitaires, on est tellement dans l'économie où on veut générer des nouveaux besoins, etc. Les gens qui n'ont pas de pouvoir d'achat pour acheter le dernier iPhone, etc., ils se sentent frustrés. C'est tout ce problème de la réalité mimétique, du désir mimétique. On met tout le temps dans la tête des gens des imaginaires qui ne peuvent pas se payer, parce que là,
c'est peut-être ça aussi qu'il faut qu'on revoie aussi, hein, dans quel modèle de société on veut vendre aux gens. On n'a plus les moyens aujourd'hui, on vit à crédit depuis 43 ans, on a 2700, même près de 3000 milliards de dettes. La croissance économique qu'on génère aujourd'hui n'est générée que par de la dette. Est-ce que c'est durable tout ça? Est-ce que c'est durable? Et on voit bien que le début du commencement d'une période inflationniste qui va durer énormément, ça va avoir quoi comme conséquence, cette inflation? C'est que les gens vont pouvoir encore moins se payer les choses qu'avant et vont en plus renier leur épargne. Parce que, voilà, il est plus probable que l'épargne va être épargnée dans cette histoire d'inflation. Donc le sujet du social, pareil que l'environnement, non. Il faut sauver les écosystèmes pour pouvoir sauver le social et réduire les inégalités le plus vite possible. Et donc ça passe par aussi de la fiscalité, des impôts, ça passe par de la régulation politique. Et n'oublions pas qu'on a plus de problème d'un point de vue un peu méta et un peu 2050, mais il y a un très bon podcast de Chaleur Humaine du Monde. Il faudrait que je vous retrouve, je crois que c'est Leïla Benoît, qui est psychologue et qui interroge la notion d'éco-anxiété. Et quand on regarde aux US, plus vous êtes pauvre, plus vous êtes touché par l'éco-anxiété. Parce qu'il y a deux manières de prendre le sujet de l'environnement, celui un peu méta, voilà, et puis il y a celui des conséquences aujourd'hui. Les conséquences aujourd'hui, la réalité, des baisses de rendement agricole, tout ça, c'est qu'elles touchent des gens qui ont déjà des problèmes de fin du mois. Et que la capacité de résilience des populations les plus pauvres, quand elles vivent en banlieue des villes qui sont près des côtes et qui sont les premières à se prendre les phénomènes météorologiques type Katrina en Louisiane, c'est que c'est d'abord des gens pauvres qui n'arrivent pas à construire parce qu'ils n'étaient pas assurés, qui n'arrivent pas à se soigner. Donc il va bien falloir se la poser dans les cas. Quand je réfléchis intellectuellement dans le vide, je suis assez d'accord sur la réenquistration successive des sphères. On va d'abord faire rentrer l'économique dans l'environnemental parce que c'est la limite dure, et après on va se poser la question de la limite sociale en dessous, de qu'est-ce qu'on veut faire et qu'est-ce qu'on considère comme inacceptable dans l'humanité. La vraie vie aujourd'hui, c'est qu'il faut se poser la question de l'acceptabilité sociale, donc les dirigeants politiques n'ont pas le choix que de gérer la fin du monde et la fin du mois. Une dernière question? Ouais, une dernière question, en même temps, vous venez un peu de répondre à ça. Donc Damien Flamand, La Maison des Impressions. Moi j'ai entendu votre optimisme modéré. J'ai entendu les questions sur le courage, sur la nécessité de convaincre les dirigeants dans les entreprises. Est-ce que finalement, il n'y a quand même pas une petite question sur l'augmentation de la contrainte réglementaire, de la loi, la question politique, c'est un peu ce que vous venez de dire. Est-ce que cette question-là est peut-être au cœur de la solution réelle pour faire bouger les choses, quoi? Moi, j'ai été auditionné lors de la commission, la convention des citoyens pour le climat, il y a 4 ans. Et vous savez, il y avait 150 Français qui avaient été tirés au sort par rapport à leur statut social, des régions, etc. Il y avait à peu près, comme la population française, à peu près 30% de climato-sceptiques, quand ils sont arrivés au Césé, là, à Vigny-là. Et puis se sont tapés les exposés des plus grands climatologues, experts français sur ces sujets, qui leur ont expliqué ce qui était en train de se passer, tout simplement. Pas ce qui se raconte sur CNews, ce qui est en train de se passer vraiment. Et ils ont fini par proposer des mesures que même les écolos les plus radicaux n'auraient jamais osé proposer. Ce qui prouve bien que quand on a compris pourquoi il fallait agir, on peut supporter tous les comment. Et je pense que ce qui nous manque aujourd'hui, ce que nous on dit au Shift Project, c'est pour ça qu'on a publié le plan de transformation de l'économie française, ce qui manque avant tout, c'est un choc de la pédagogie. La pédagogie, c'est expliquer et de demander aux grands médias de masse, de leur mettre dans leur cahier des charges. Alors ça commence à venir, il était temps, qu'on explique pourquoi on ne peut plus continuer comme aujourd'hui. Pourquoi? Et que ce n'est pas un choix dogmatique ou politique, c'est un problème physique. On peut, les normes économiques, les sciences économiques et sociales, c'est des conventions humaines. On peut les changer. On peut dire on arrête avec le PIB, on arrête avec ça, on invente d'autres indicateurs de mesure du progrès humain. Par contre, les lois de la thermodynamique, non, on ne va pas pouvoir les changer tout de suite. Ça, c'est pas possible. On a explosé 6 des 9 limites planétaires. On connaît les interactions entre ces limites planétaires. On sait ce que ça va générer comme conséquence sur les écosystèmes, sur le climat, sur la biodiversité. Et derrière, les conséquences sur la santé humaine et sur notre propre durabilité. On le sait, ça. Et on ne peut pas négocier avec le vivant. C'est pas possible. Donc, oui, monsieur, il va falloir qu'on ait de la régulation forte, très forte. Et ça, pour ça, on a besoin d'avoir des politiques qui comprennent cette complexité
Et souvent, quand on arrive à ces fonctions-là, c'est comme dans les entreprises, c'est difficile d'admettre qu'on ne sait pas quand on nous a dit toute notre vie qu'on était l'élite de la nation, quoi, hein. Mais en fait, moi qui les côtoie un petit peu, ces gens-là ne le savent pas. Et c'est dramatique. Micro-point là-dessus, je pense qu'il faut juste faire attention. Je vois un risque de division des débats. Je suis d'accord avec vous, je pense qu'il va falloir considérablement plus de régulation. Cependant, on va se poser la question de qu'est-ce qu'on fait à l'échelle individuelle. C'est-à-dire, dans ma tête, moi j'aime bien me dire ah bah ouais, ça sera un problème de politique et je serai très content quand on aura limité les autoroutes à 90 et je serai très content quand on aura interdit les paris Ibiza à 30 balles. En attendant, se pose la question de moi vis-à-vis de moi-même sur à quelle vitesse je roule sur l'autoroute, quand est-ce que je prends ma bagnole et quand est-ce que je prends un pari Ibiza à 30 balles, quoi. Et je vois moi un petit risque qui est le même que quand on dit ah bah on réduira quand les Chinois ont commencé à réduire, qui est cette question du passage à l'action tout de suite. Et donc il faut être capable d'articuler les deux points de vue, même si je suis tout à fait d'accord avec vous. Moi je pense politiquement que la solution est dans plus de régulation. En attendant, je suis bien obligé de me regarder dans la glace le matin pour savoir ce que je fais. Vraiment, et juste d'un mot de régulation et d'incitation. Enfin, quid d'un impôt sur les sociétés qui soit allégé, je crois que c'était Maïf qui le proposait, je ne sais plus, qui soit allégé quand une entreprise elle est vertueuse, pas dans ses déclarations d'intention, mais de manière très concrète sur les solutions qu'elle met en œuvre, voilà, avec quelque chose de graduel, entre celles qui sont en transition, celles qui sont déjà super efficientes, celles qui se sont auto-annulées pour faire autre chose. Voilà, il y a régulation et incitation. Ouais. Et je suis probablement d'accord avec ce qu'a dit Antoine, l'exemplarité, c'est leur façon d'influencer. Donc on a besoin d'avoir plus de régulation, mais il est clair qu'au niveau des entreprises, la crédibilité, c'est le chiffre de leur modèle d'affaires, pour aller vers un modèle d'affaires plus permacirculaire. Et au niveau individuel, bien évidemment, même si ça ne suffira pas, il y a des choses quand même simples qu'on peut faire. C'est vraiment ce qu'il y a de plus simple, hein. C'est la viande, c'est l'avion. L'avion, comme dirait Jean Covici, la bonne fréquence pour le prendre aujourd'hui, c'est 0. C'est 0. Voilà. Donc quand un jeune peut le prendre encore 2-3 fois sur des voyages longs, ok. Mais quand on a déjà beaucoup pris, et les gens qui sont un peu plus âgés l'ont déjà beaucoup pris, c'est 0. Donc il faut avoir cette conscience-là où on met notre argent en termes d'épargne. Est-ce qu'on le met chez AXA ou est-ce qu'on le met au crédit coopératif? C'est la vraie question. Voilà, donc ça c'est des vraies questions. Et à titre personnel, avec sa carte bleue, on peut faire vraiment beaucoup de choses. Hein. Beaucoup de choses. Réfléchissez à ça. Donc j'espère qu'on vous aura convaincu que c'est un sujet plus qu'essentiel dont les communicants ne peuvent pas être absents, bien évidemment. Et aussi, on l'a dit, c'est qu'il y a aussi de nouveaux imaginaires à inventer, il y a aussi une nouvelle manière de raconter l'histoire qui aujourd'hui n'est pas construite, finalement, et de positiver ça en permettant justement d'avoir une réaction sur l'ensemble des comportements. Et là, on est sur une vraie communication comportementale sur laquelle il y a des enjeux absolument essentiels, sur lesquels les communicants sont attendus. Donc j'espère qu'on ne dira plus RSE ou sont des communicants d'ici quelques temps, mais que les communicants seront bien acteurs du sujet. Juste très concrètement, donc pour rappel, d'abord on va remercier tout le monde, tous les participants de Comment, Alex, aux personnes présentes, évidemment, les 3 interlocuteurs, mais aussi tous ceux qui ont participé aux différents guides de relance. Donc pour rappel, vous avez un guide sur la RSE pour vous aider justement à faire le premier pas, qui va vous être distribué et qui est disponible en ligne, bien évidemment. Et puis un kit autour de la communication et de la RSE, qui ne va pas vous être distribué parce qu'il est uniquement en ligne. Donc évidemment, téléchargez-le. Et je vais juste laisser Constance dire 2 mots de ce kit. Merci beaucoup, c'était passionnant. Donc Constance Viblet, moi j'ai participé à la création du kit sur la représentation du handicap que vous pouvez télécharger sur le site de Comment. Donc n'hésitez pas, parce qu'évidemment, pas une question de dire mais c'est plus important le handicap, c'est plus important l'environnement, mais disons que je pense que tout ça c'est une question de changement d'état d'esprit, de regard qu'on peut poser sur la société. Et donc ces combats-là, le handicap il est dans le S de RSE, hein. Donc ces combats-là, ils sont très importants pour nous communicants, de les pousser, de les porter. Voilà, donc je voulais vraiment vous dire, n'hésitez pas, prenez le guide et téléchargez le guide sur le site de Comment. Et le kit sur le handicap répond complètement aux problématiques abordées Leïla, c'est-à-dire nous en tant que communicants, comment est-ce qu'on doit donner une visibilité à une population aujourd'hui qui est un ZIC ou une telle population, comment dans nos comportements de communicants, dans les gens avec qui on travaille, on intègre aussi la problématique du handicap en travaillant avec des personnes handicapées ou en travaillant avec des structures qui font travailler les personnes handicapées, comment on s'intéresse sur l'accessibilité de notre communication. Je sens dans cette débat sur est-ce que la communication inclusive est inclusive pour les personnes handicapées? C'est une question, ça pourrait être le sujet d'un nouveau débat. Donc voilà, donc plein de questions à interroger. N'hésitez pas, si les sujets vous intéressent, à nous rejoindre, parce que vous avez vu qu'on a des axes de travail qui sont à la fois des lieux d'échange et des lieux de production
d'outils ensuite pour l'ensemble de la communauté des communicants. Il y a plein de nouveaux événements qui vont avoir lieu dans les mois qui viennent. On attend évidemment votre aide sur les sujets pour y participer, pour y réfléchir avec nous et pour agir. Donc prenez contact avec les équipes de Comment. On vous attend et merci à vous. Comme on n'a pas trop parlé de ce que vous pouviez faire quotidiennement dans vos métiers, les cours qu'on donne, ils sont gratuits pour les individus. Donc si vous allez sur axaclimatschool.com, tout attaché, vous pouvez vous inscrire et là-dedans vous allez trouver notamment une section de cours. Je travaille dans la communication. Il y a 7-8 vidéos. Si ça vous intéresse, allez regarder. On a un modèle économique avec les boîtes, mais vous, en tant que vous êtes les bienvenus gratuitement. Voilà, donc première promesse de l'année 2023, je me forme à RSE. Et du coup, le MOOC du C3D. Voilà, j'étais obligé parce que là, il m'a provoqué. Au C3D, on a aussi réalisé un MOOC qui est en français et en anglais, qui est gratuit et qui fonctionne super bien et qui donne toutes les clés pour faire du business autrement. Donc, ce que j'encourage, et vous pouvez le déployer dans une entreprise, c'est gratuit. Hein, c'était le C3D qui l'a financé. Et puis, lisez bien sûr l'entreprise contributive, concilier le monde des affaires et les limites planétaires. En plus, c'est drôle. Voilà.